On va démarrer ce workshop ce matin. D'abord, bienvenue chez Bold. C'est toujours un grand plaisir, un grand honneur pour nous de recevoir les entrepreneurs ici au Garage Central. Bold, c'est un cabinet d'avocats, mais avec une mission un peu particulière qui est véritablement de révolutionner la façon dont on voit notre métier. L'objectif, en fait, et c'est ça que nous aimerions vraiment passer, nos messages, et c'est pour ça qu'on organise ce genre d'événement, c'est de vous d'offrir aux entrepreneurs une expérience client totalement inédite. Et pour ça, on a beaucoup bossé et on continue de bosser. Et notamment, une des choses qu'on a faites, évidemment, c'est de profondément modifier le modèle économique de notre entreprise avec un objectif très clair, c'est de vous faciliter la vie. Donc on a créé cet abonnement illimité qui permet aux entrepreneurs d'avoir une vraie visibilité sur leur budget, leur organisation et d'avoir accès à toute notre ingénierie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, une start-up a beaucoup plus de chances de scaler, de réussir son projet, de réaliser sa mission si elle est accompagnée. Et c'est ça un peu l'objectif de Bold, c'est de vous permettre de vous accompagner tout au long de votre processus entrepreneurial pour réussir finalement votre projet et réussir avec nous et à nos côtés. C'est pour ça qu'on met à votre disposition toute notre ingénierie, tout ce qu'on sait faire pour vous permettre ce succès. Alors évidemment, au-delà du modèle économique, Bold, c'est aussi une méthode. Et cette méthode, c'est de faire en sorte que notre équipe soit profondément proche de vous. Donc on travaille avec vous, aux côtés entrepreneurs, avec les entrepreneurs, pour les comprendre, pour mieux les comprendre. Et on essaie de donner à nos équipes et aux gens qui vont vous accompagner tout au long de votre chemin entrepreneurial les meilleures conditions pour s'intéresser à votre projet et participer activement à cette activité entrepreneuriale. Alors cette team de fous dont je vous parle, c'est aujourd'hui 40 personnes. Tout le domaine du droit des affaires est représenté. Donc évidemment, de toutes les questions corporate, private equity pour toutes vos levées de fonds, toutes les problématiques taxes, les problématiques IP, IT, contractuelles, évidemment. On a une équipe de 40 personnes à votre service. On a aussi la chance de travailler aujourd'hui avec une équipe produit et on développe un vrai produit technologique. On a la chance chez Bold d'avoir 2 développeuses de talent et on est très fiers de ça pour vous apporter encore un meilleur service. Et dans cette team, on a aussi la team sociale qui ce matin officie pour vous. On est extrêmement fiers de ce qu'elles vont faire et de ce qu'elles font au quotidien pour vous parce que la team sociale, finalement, c'était vraiment ce qui manquait chez Bold. On l'a créée récemment, c'est assez récent. Elles sont arrivées, elles ont entrepris ce projet, elles se sont saisies de cette occasion de vous apporter un service supplémentaire et vraiment les entrepreneurs sont heureux de pouvoir au quotidien les retrouver et j'espère que vous aurez l'occasion de travailler avec cette équipe parce qu'elle est assez incroyable et on est très très fiers de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant chez Bold et je suis sûre que ce matin vous allez pouvoir réaliser l'impact de leur talent et l'impact de ce qu'elles sont capables de vous apporter et la façon dont vous pouvez grandir à leur côté. Alors c'est Margot et Alice ce matin qui dans la team sociale vont officier et je vous remercie les filles, vous allez pouvoir les écouter. Et nous avons la chance d'avoir un témoin, un entrepreneur avec qui vous allez pouvoir partager, qui va faire qui va répondre à certaines de nos questions, qui vont répondre à certaines de vos questions. Et cet entrepreneur, c'est Laura de Cobus, qui est une top start-up, qui a créé une application pour les kinés, pour organiser les bilans et les suivis des patients. Donc voilà, je te laisserai présenter davantage Cobus tout à l'heure. Je remercie sincèrement Laura d'être ici et j'espère que vous allez pouvoir profiter. Surtout, n'hésitez pas, il faut que les questions soient nombreuses. Je rappelle quand même, en termes de logistique, que pour la captation, ayez la gentillesse de poser vos questions dans le micro et ça permettra en plus d'avoir véritablement un échange fluide puisque celui qui parle, c'est celui qui a le micro. Donc merci à tous. Encore une fois, bienvenue chez Bold et à tout à l'heure autour d'un café et des croissants comme d'habitude pour ces workshops du matin. Merci. Merci Clarisse et merci à tous d'être ici. On est également super contente de vous accueillir. L'idée du meet-up d'aujourd'hui est de vous aider à avoir les bons réflexes en droit du travail.
Parce que c'est vrai que souvent, au moment de procéder à vos premières embauches, vous êtes un peu effrayé. Vous avez beaucoup entendu que le droit du travail en France, c'est un droit hyper rigide, hyper contraignant, et vous avez un petit peu peur. Et nous, en fait, on a envie de vous montrer que ce n'est pas le cas. Enfin, ça l'est encore, c'est vrai, sur certains aspects spécifiques, mais en réalité, le droit du travail aujourd'hui est de plus en plus flexible, et justement, ça doit être un allié, en fait. Vous devez le voir comme un atout au service de votre activité. Voilà, donc si vous suivez tous nos bons conseils, tout devrait bien se passer et votre rencontre avec le droit du travail devrait être fabuleuse. Donc la spécificité du droit du travail, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de normes et c'est ce qui est un peu confusant dans ce droit-là. C'est pour ça que nous, on l'aime, parce qu'il y a beaucoup de hiérarchie entre toutes ces normes-là. La première norme que vous avez en tête, ça va être le Code du travail. On le présente souvent comme quelque chose de très, très lourd. Les politiques aiment à dire qu'il est illisible, etc. C'est effectivement en partie le cas. Le Code du travail, en fait, c'est un peu le garde-fou. Donc, il va avoir tout un tas de règles qui va s'appliquer aux entreprises et aux salariés et sur lesquelles on ne va pas pouvoir déroger. Mais il y en a d'autres qui vont également pouvoir s'adapter avec d'autres outils juridiques. Ces autres outils juridiques, c'est notamment la convention collective. Donc la convention collective, 99%, on va dire, des sociétés en France sont soumises à une convention collective. C'est en fait un ensemble de règles qui va être négocié entre, d'un côté, des organisations patronales, de l'autre côté, des organisations syndicales. Et cet ensemble de règles-là va s'appliquer à un même secteur d'activité. Pourquoi ? C'est pour essayer de créer en fait un certain nombre de règles applicables pour pas fausser la concurrence entre les sociétés, avoir vraiment un ensemble de règles communes. Nous, on travaille donc quasiment exclusivement avec des startups. Laura pourra témoigner, sa convention collective, c'est Syntec. C'est quasiment celle qui est applicable à toutes les startups. Et comment on détermine la convention collective qui est applicable ? C'est en fonction de l'activité principale. Et l'un des indices pour déterminer votre activité principale va être votre code NAF. Et à chaque code NAF, qui vous est attribué par l'INSEE, va se voir appliquer une convention collective. Et cette convention collective-là, elle règle tout un tas d'aspects qui sont aussi réglés parfois par le Code du travail, mais qu'elle va venir étayer et avoir davantage d'impact. Notamment, on en parlera tout à l'heure, mais tout ce qui est période d'essai, par exemple, c'est des choses qui sont uniquement réglementées ou principalement réglementées par les conventions collectives. Donc ça, c'est l'autre norme qui existe en droit du travail. Ensuite, vous avez une autre norme sur laquelle on va aussi revenir dessus avec Laura puisqu'elle l'a expérimenté, c'est l'accord d'entreprise. L'accord d'entreprise, aujourd'hui, vous permet, alors d'un côté, c'est un accord qui est négocié de la même manière que la convention collective, entre donc la direction et les salariés ou leurs représentants, pour en fait adapter le droit du travail à votre propre société. Parce que la convention collective, parfois, elle n'est juste pas tout à fait adaptée ou elle a des conditions, des critères qui sont trop élevés pour votre société. Donc, par accord d'entreprise, vous allez pouvoir introduire de la flexibilité. Et c'est ce que vous disait Alice tout à l'heure. Aujourd'hui, le droit du travail, il y a vraiment une vraie possibilité de l'adapter à chaque entreprise et notamment via l'accord d'entreprise. L'accord d'entreprise, depuis les ordonnances Macron de 2017, a vraiment pris une place prédominante. Et c'est vraiment quelque chose qui prime aujourd'hui et on peut adapter de plus en plus de choses par accord d'entreprise. Et c'est pas si compliqué que ça de le faire, même si Laura peut-être aura un peu de réserve là-dessus, mais elle vous donnera son témoignage sur le sujet. Donc ça, c'est la troisième norme. Et il y en a enfin une dernière, après c'est terminé, promis. C'est le code du travail, le contrat de travail, pardon. Le contrat de travail qui est donc une relation entre l'employeur et un salarié en question, où on va pouvoir reprendre tout un tas de thèmes qui sont déjà abordés par le Code du travail, par la convention collective, voire par accord d'entreprise, mais il y a aussi juste certaines spécificités qu'on adapte uniquement dans le contrat de travail. Et c'est pour ça que souvent, le droit du travail fait peur, y compris notamment à certains juristes qui ne sont pas spécialisés en droit du travail parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment tout ça s'articule. Mais voilà, c'est pas si compliqué que ça, du moment que vous êtes bien accompagné, que vous avez les bons réflexes. C'est ce qu'on va essayer de vous transmettre ce matin. Et votre première rencontre avec le droit du travail, c'est à un moment où vous allez devoir embaucher. Parce qu'au début de votre activité, vous êtes souvent quelques cofondateurs et puis vous bricolez un petit peu avec les compétences de chacun, mais rapidement, il va falloir rechercher de nouvelles compétences que vous n'avez pas en interne. Et vous allez être amené à travailler avec des personnes extérieures. La norme, en principe, c'est le contrat de travail, c'est le CDI à temps plein. Sauf que, au début, vous êtes pas sûr, vous ne savez pas trop si votre activité va être pérenne, vous n'avez pas forcément non plus la trésorerie suffisante pour envisager une embauche à temps plein en CDI. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir recours à des stagiaires, par exemple, ou à des freelances, ou encore à ce qu'on appelle, nous, des partenaires, des personnes qui mettent un peu la main à la pâte, qui vous aident à réfléchir, qui s'investissent dans le projet, mais qui n'ont pas forcément de statut particulier ni de contrat.
Il faut vraiment penser à respecter toutes les règles qui sont applicables à chacun de ces personnes extérieures. Typiquement, les stagiaires. On l'oublie un peu, mais le stagiaire est vraiment en formation. Donc, au moment où il est dans la société, il est là c'est vraiment une phase d'apprentissage. Son maître de stage est là pour l'aiguiller, pour l'aider à apprendre, mais ce n'est pas un salarié. D'ailleurs, il n'a pas un contrat de travail, il a une convention de stage. Et cette convention de stage, c'est une convention tripartite qui est signée entre l'école, vous, la société et le stagiaire. Il y a aussi des règles à respecter s'agissant des stagiaires. Il y a des durées maximum. Un stagiaire ne peut pas être dans la société pendant plus de 6 mois. Il y a un nombre aussi maximum de stagiaires que vous pouvez avoir qui est déterminé en fonction de votre effectif. Et ce nombre est de 3 pour les petites sociétés. Voilà. Et ensuite, le deuxième type de profil qu'on voit beaucoup au début, c'est aussi les fameux freelances qu'on embauche parce que ils coûtent moins cher et c'est plus facile de s'en séparer qu'un CDI. C'est la même chose qu'avec les stagiaires. Un freelance, il n'a pas non plus vocation à pourvoir durablement à un emploi au sein de votre société. Ce qui veut dire que quand vous avez un freelance, déjà, le premier réflexe qu'il faut que vous ayez, c'est il faut contractualiser cette relation-là, donc via un contrat de prestation de service qui va vraiment organiser votre relation, qu'est-ce qu'on attend de lui, dans quelles conditions on peut mettre fin à cette prestation. Et le freelance, il doit avoir la faculté et la possibilité d'exercer ces conditions un petit peu comme il le souhaite. Alors, sous réserve effectivement des instructions qui lui sont données pour réaliser la mission pour laquelle il est rémunéré, mais il ne faut pas en fait que vous le traitiez comme un salarié, puisque ce n'est pas censé être un salarié, il est censé avoir une autre activité à côté, j'imagine un graphiste par exemple qui doit pouvoir avoir plusieurs clients, c'est vraiment la spécificité. Et donc vraiment c'est important que vous l'ayez à l'esprit, même si on sait que c'est pas forcément le cas et c'est pas forcément comme ça que c'est perçu au début. Mais pourquoi on vous dit tout ça? Parce qu'il faut juste que vous ayez à l'esprit que si c'est pas le cas, il y a de forts risques de requalification au contrat de travail qu'on vous détaillera après. Et enfin, donc les partenaires que j'évoquais tout à l'heure, qui sont ces personnes qui vous aident à développer votre activité, qui n'ont pas de statut, sauf que à un moment donné, votre activité va se développer, et puis ces personnes-là, elles vont un peu envie d'avoir une part du gâteau. Et elles se seront investies 6 mois, 1 an dans votre projet. Et sauf que vous, à ce stade, vous vous dites non, j'ai pas envie de m'associer avec eux, j'ai pas non plus envie de les embaucher, et il y a rupture. Sauf qu'à ce moment-là, ces personnes-là, potentiellement, si elles ont investi beaucoup de leur temps et que justement elles sont dans un état qui pourrait être assimilé à de la subordination, elle pourrait demander la requalification de toute la période en contrat de travail, ce qui a de très lourdes conséquences financières, puisqu'il y a un certain nombre d'indemnités que ces personnes-là pourraient être amenées à demander devant les juridictions. Ouais, juste pour rebondir sur ce que je disais à Alice, sur les exemples de subordination, ça va être par exemple, pour un freelance, vous n'êtes pas censé lui imposer ses périodes de congé. Idem, il n'est pas censé avoir d'horaire. Tout ce genre d'indices-là qui pourraient prouver qu'il y a vraiment un lien de subordination, et c'est le plus important dans les risques de requalification, c'est vraiment le lien de subordination. C'est problématique pour vous parce que ça vous fait poser un risque. Et on le voit, nous, énormément, où des freelances 2-3 ans après, à la fin, quand ça se passe mal, viennent demander une requalification du contrat de travail. Depuis le premier jour, ils ont bossé pour vous avec les rappels de salaire induits, le risque de travail dissimulé, etc., etc. Bien souvent, dans ces cas-là, on transige parce qu'on sait qu'on n'est pas très très bien. Donc c'est quand même un fort risque qui existe, donc il faut juste que vous l'ayez à l'esprit. Et donc, le contrat de travail, ça reste la norme, c'est ce que vous êtes censé utiliser quand vous avez donc recours à la force vive, on va dire. Les premiers réflexes que vous devez avoir quand vous embauchez quelqu'un, la première chose, c'est est-ce que je prends un CDI ou est-ce que je prends un CDD? Alors, la plupart de nos clients, voire presque tous, nous disent oui, mais je vais le prendre d'abord en CDD pour tester, puis après on verra, je le prendrai en CDI. C'est une fausse bonne idée. Pourquoi? Parce que déjà, un CDD, il vous faut un motif de recours pour avoir un CDD. Motifs de recours, ils sont très limités par la loi, c'est principalement un accroissement temporaire d'activité. Donc, un accroissement temporaire d'activité. Alors souvent on dit oui, mais je suis en train de lancer mon produit et puis si ça se trouve ça va être temporaire parce que ça va pas fonctionner, donc ça va s'arrêter. Oui, mais sauf qu'en fait ça reste quand même de l'essence même de votre société et de ce que vous faites. Donc
juridiquement, ça ne sera pas considéré comme un accroissement temporaire d'activité. Et le deuxième cas, on va dire, le plus courant, c'est un remplacement de salarié absent. Sauf que souvent, quand vous vous embauchez en CDD, c'est que vous n'avez personne d'autre. Donc, ce motif-là, il n'est pas possible non plus. Si vous n'avez pas ce motif-là, on est sur une requalification en CDI. Donc, on repasse sur la norme, toujours pareil. C'est pour ça qu'on vous a beaucoup parlé du CDI à temps plein, parce que c'est la norme. Et ça reste toujours votre risque, in fine, si vous ne respectez pas les règles applicables dans les autres cas. Ensuite, pourquoi c'est aussi une fausse bonne idée? Parce qu'en CDD, il y a une période d'essai qui va être au maximum du maximum de 1 mois. Et passer cette période d'essai-là, pour mettre fin au CDD, vous avez des cas qui sont très très limités. Alors ça va être soit la faute grave, mais la faute grave, il faut quand même arriver à la prouver, soit ça va être un accord, d'un commun accord avec le salarié. Mais là, il faut que vous ayez son accord, et par définition, vous n'allez peut-être pas l'avoir, donc vous avez embauché quelqu'un pendant 12 mois en vous disant, ou 6 mois, 8 mois, en vous disant, je ne sais pas trop si j'ai des trésoreries pour embaucher quelqu'un en CDI, donc allez, j'embauche la personne en CDD, puis on verra. Sauf que passer le mois de la période d'essai, qui est quand même très court, après vous vous rendez compte que ça ne va pas, mais vous êtes bloqué avec la personne jusqu'à la fin du CDD, et pire encore, à la fin du CDD, vous devez encore lui verser l'indemnité de précarité, qui est égale à 10% de l'ensemble des sommes que vous avez versées pendant toute la durée. Donc, le CDD, ce n'est pas forcément une bonne idée, contrairement au réflexe que vous avez initialement. Donc la norme reste le CDI. Pourquoi le CDI est intéressant aussi? Parce que vous avez une période d'essai. La période d'essai en CDI, elle peut être assez longue. Je prends l'exemple de Syntec, qui est toujours notre référentiel chez nous. La période d'essai, déjà, ne se présume pas, donc il faut bien la mettre dans le contrat de travail, sinon, à défaut, vous ne pouvez pas l'appliquer. Et ensuite, la période d'essai, elle peut être renouvelée. Pour être renouvelée, il faut obligatoirement que ce soit prévu par la convention collective. Si ce n'est pas prévu par votre convention collective, vous ne pouvez pas renouveler la période d'essai. Donc, heureusement, c'est le cas de Syntec, ce qui vous permet d'avoir, par exemple, je vais prendre l'hypothèse d'un cadre, on a une période d'essai de 4 mois qui peut être renouvelable une fois pour une durée de 4 mois. Okay, donc, si vous faites que vous avez 8 mois de période d'essai versus le cas précédent où on a parlé d'un CDD, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup plus de flexibilité dans ce cas-là que dans le premier cas. La période d'essai aussi. Pour un non-cadre, alors ça va dépendre, il y a plusieurs statuts, mais on va dire ça va de... ça peut être généralement 3 mois, renouvelable 3 mois. Après, on a aussi 2 mois, renouvelable 2 mois. On va dire ça va de 4 à 6. Et effectivement, autre réflexe aussi à avoir, souvent on a nos clients qui nous disent je renouvelle systématiquement de toute façon mes périodes d'essai et puis c'est bon, j'ai juste fait signer un papier au salarié, ça va, voire je lui ai dit à l'oral. En fait, ça c'est pas possible non plus parce que pour renouveler la période d'essai, il est obligatoire d'avoir l'accord du salarié. Si vous n'avez pas l'accord écrit du salarié comme quoi il accepte le renouvellement de la période d'essai, à défaut il est en poste et du coup les règles qui s'appliquent ne vont pas être les règles applicables à la rupture du période d'essai, mais celles à la rupture d'un CDI classique. Donc ça c'est aussi un réflexe qu'il faut que vous ayez. Et pour compléter ce que dit Margot aussi, il est souvent d'usage, avant de signer ce contrat, de faire une promesse d'embauche au salarié. Cette promesse, elle vaut contrat de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous êtes engagé avec le salarié pour une rémunération, un poste, une date d'entrée. Et que donc, si vous voulez revenir sur cette promesse, en réalité, c'est les mêmes règles que celles applicables à la rupture du contrat. Et c'est ce qu'on verra à la fin de notre présentation. Quand vous signez ce contrat, il va falloir déterminer un certain nombre de clauses, et notamment la clause durée du travail. Souvent, on a beaucoup de clients qui viennent nous voir et qui nous disent « Oui, mais la durée du travail, les 35 heures, ça, c'est pas pour les startups ». Bah si, les 35 heures, c'est aussi pour les startups. C'est la durée légale du travail. Et donc, toutes les heures qui sont effectuées au-delà de 35, en principe, doivent ouvrir droit au paiement d'heures supplémentaires avec certaines majorations qui sont applicables. C'est vraiment très important de l'avoir en tête parce qu'on ne se rend pas compte au début dans l'activité d'une start-up, tout le monde met à la main la pâte, on ne compte pas ses heures. Enfin, ça, c'est vraiment quasiment unanime chez tous nos clients. Nous, on est là, tout le monde est investi, tout le monde travaille, tout le monde reste le soir, parfois travaille le week-end. Attention, parce que ça peut très vite chiffrer et ça peut avoir de graves conséquences. Donc, il y a d'autres options. Il y a par exemple le forfait jour. Le forfait jour, qu'est-ce que c'est? C'est un forfait où en fait on compte le nombre de jours travaillés dans l'année et il n'y a plus du tout de référence au nombre d'heures qui sont travaillées dans une journée ni dans un mois. Ce forfait jour, il peut aller jusqu'à 218 jours travaillés par an, ce qui en fait équivaut à peu près 7 semaines de congés payés. On sait que la base des congés payés en principe c'est 5 semaines. Avec un forfait jour, on est plutôt sur 7. Sauf que vous
vous supprimez votre risque en fait, de rappel d'heures supplémentaires. Et puis ça permet aussi d'avoir une flexibilité, ça permet d'autonomiser ses salariés, ils sont autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps. Et aussi, il y a une idée reçue, c'est que le forfait jour doit s'appliquer uniquement aux cadres. En réalité, non, n'importe quel salarié qui est autonome peut bénéficier du forfait jour. Ce forfait jour, par contre, il doit être prévu aussi par un accord collectif. Donc, comme Margot le disait au début, l'accord collectif, c'est soit la convention collective de branche. Syntec le prévoit, par exemple, mais avec des conditions assez restrictives, notamment des rémunérations minimum. Mais c'est aussi possible de le prévoir par accord d'entreprise. Donc, directement, dans votre entreprise, de prévoir les conditions applicables au forfait jour et donc de pouvoir l'ouvrir à un maximum de personnes, de pouvoir l'ouvrir à des employés qui sont pas cadres et à des gens qui n'ont pas forcément des rémunérations très élevées. Ensuite, il y a une autre chose à laquelle il faut que vous pensiez, c'est ce qu'on appelle la classification. Alors souvent, c'est prévu par la convention collective, c'est en fait une description, Laura rigole parce que je pense qu'elle a toujours du mal à la comprendre à chaque fois qu'on en parle. En fait, les conventions collectives vont vous lister un petit peu, donc alors, sous Syntec, ça s'appelle des positions et des coefficients. Vous avez par exemple position 3.1, coefficient 170. C'est des trucs chinois auxquels vous ne comprenez absolument rien. Nous non plus parfois d'ailleurs, je vous rassure. En fait, les conventions collectives essaient de déterminer dans chaque secteur d'activité qu'est-ce que vont être les types de références d'emploi repères. C'est un petit peu pour ça la classification est faite. Donc, par exemple, si je prends toujours Syntec comme exemple, on va vous dire un cadre sous Syntec, c'est une personne qui a minimum un bac plus 5 et qui est embauchée pour exercer ses fonctions conformément à son bac plus 5. Ok. Pourquoi est-ce que cette classification existe? Pour créer en fait une espèce de norme toujours pareille, un seuil de référence dans le même secteur d'activité. Et en fait, en face de chaque classification, existe un niveau de rémunération minimale qui est prévu par la convention collective. Donc souvent, on a des clients qui nous disent « Ok, je veux l'embaucher au SMIC. Voilà. » En fait, non, il n'y a pas que le SMIC qui existe, il y a les niveaux de rémunération minimum qui sont fixés par la convention collective en fonction de chaque classification. Et c'est important de mettre les personnes à la classification voulue. Pourquoi? Parce que sinon, vous avez un risque que si vous placez une personne à une classification moindre que celle à laquelle elle peut prétendre, j'imagine une personne qui a un bac plus 5 avec 2 ans d'expérience, sous Syntec, qui devrait être en 2.1, 115 par exemple, avec une rémunération minimale. Vous l'avez placé en dessous et vous l'avez rémunéré en dessous. Demain, on vient vous voir et vous dit je comprends pas, moi j'ai 2 ans d'expérience et un bac plus 5, je devrais être ici et payer au moins ça. Là, effectivement, juste, vous n'avez pas trop de moyens de lui dire non parce que c'est juste la norme et c'est prévu par la convention collective et vous vous exposez potentiellement à un risque de rappel de rémunération sur cette base-là. Après, vous pouvez le classer en dessous, il faut juste que vous ayez à l'esprit que un jour, si on vient vous demander de rémunérer au bon niveau, vous n'aurez pas le choix que de le faire. Donc ça, c'est très important et donc d'où Tu devras le rémunérer au bon niveau pour les prochains salaires ou tu dois faire du rattrapage également? Évidemment. Tu dois faire du rattrapage, effectivement. La prescription des salaires est de 3 ans, si jamais. Donc voilà. Une fois passé 3 ans, il ne peut plus revenir. Et donc la rémunération, vous allez la fixer normalement au-delà de juste le SMIC en fonction de cette fameuse classification qui est déterminée par votre convention collective. Et dans la rémunération, souvent, il y a un fixe et il y a aussi un variable. Le variable, c'est très important que vous le déterminiez, que vous déterminiez précisément les conditions d'attribution de ce variable-là. Parce qu'à défaut, si on n'arrive pas à prouver sur quelle base de calcul vous vous êtes mis d'accord pour attribuer le variable, si la personne vous en demande le versement et qu'elle va en justice, si vous n'avez pas des conditions suffisamment précises, le juge va systématiquement attribuer 100% de la rémunération variable. Donc si vous avez une rémunération variable qui est très élevée, j'ai encore fait un contrat de travail hier où c'était 150 000 € de rémunération variable, si on ne détermine pas les conditions précises, juste on s'expose à ce que vous devez payer la totalité. Donc faites vraiment attention, il y a le réflexe que le variable doit être précisément déterminé dans votre contrat de travail. Après, il y a un certain nombre de clauses spécifiques. Je ne vais pas m'attarder sur chacune de ces clauses. Il y en a certaines qu'on va voir avec Laura tout à l'heure dans le cadre de la refonte de ces contrats de travail. Mais je voudrais surtout attirer l'attention sur une clause particulière, la clause de non-concurrence, qui en fait est une clause qui s'applique après la rupture du contrat de travail. Donc c'est souvent une idée reçue de mettre en place une clause de non-concurrence en disant oui, bien sûr, je veux pas qu'il me concurrence pendant son activité, alors qu'en réalité, ça c'est une obligation intrinsèque au contrat de travail qui s'applique et c'est l'obligation de loyauté de tous les salariés.
La clause de non-concurrence, elle s'applique donc a posteriori et elle a certaines conditions pour être valide. Donc elle doit être limitée dans le temps, dans l'espace, elle doit prévoir une contrepartie financière. Donc attention, parce que cette contrepartie financière, si après la rupture du contrat de travail, vous ne levez pas la clause, donc vous décidez de l'appliquer, vous allez devoir verser une contrepartie financière au salarié. C'est en général par exemple 30% de son salaire par mois pendant 12 mois. Donc ça peut être quand même assez important. Voilà. Après, donc, on va venir à effectivement quelque chose qui a fait un peu peur, c'est les documents obligatoires, c'est les joies du Code du travail. Il y a tout un tas de documents obligatoires que vous devez mettre en place dans votre société. À défaut, souvent, c'est des risques d'amende. Qui est-ce qui va venir vous chercher là-dessus? C'est souvent l'inspection du travail en cas de contrôle, en cas de visite. Nous, on a des clients qui sont contrôlés parfois. Souvent, il y a d'abord un rappel à l'ordre, entre guillemets, une demande de mise en conformité avant que vous ayez les sanctions financières. Donc, effectivement, il y en a, elles existent et vous devez vous y conformer. Mais voilà, c'est rare qu'on les voit appliquer tout de suite. Donc, parmi les documents, vous avez donc, le registre unique du personnel, dans lequel vous devez juste lister les dates d'entrée et de sortie de tous vos salariés et vos stagiaires également. Et il y a tout un tas de mentions obligatoires. Donc, ça, c'est le premier document qui est obligatoire. Ensuite, il y a les affichages obligatoires où vous devez mettre le nom de la médecine du travail, de l'inspection du travail. Voilà, c'est quelque chose d'assez... juste une liste de mentions obligatoires. C'est ça. Et ensuite, dans ces affichages obligatoires, il y a aussi l'affichage des horaires. Et donc ça, ça fait partie d'une de vos premières obligations en matière de suivi de la durée du travail. Ça, c'est très important, puisqu'en fait, vous êtes tenu de mettre en place des outils de suivi de la durée du travail, ce qui est rarement fait en réalité dans les sociétés, sauf que ce suivi peut être fait par tout moyen. Donc par exemple, ça peut être un tableau Excel dans lequel le salarié déclare chaque mois le nombre d'heures qu'il a effectué. Ça peut aussi être un système de badgeage, mais bon, c'est pas souvent le cas dans vos locaux. Et enfin, il y a le document unique d'évaluation des risques professionnels qui est simplement un document qui liste tous les risques qui pourraient advenir sur le lieu de travail. Ouais, ça va être typiquement, je sais pas, un risque de collision avec cette porte-là et vous devez prendre des mesures et ça c'est obligatoire dès le premier salarié. Donc effectivement ça fait partie de la rigidité du Code du travail, je le confirme. Du coup c'est le moment où on va faire intervenir Laura. Donc Laura, je vais peut-être te laisser te présenter. On va revenir sur ce qu'on a pu faire avec Laura qui est cliente chez nous, qui s'est abonnée après sa levée de fonds. Et donc, suite à tout ce qui a pu être identifié par ces investisseurs dans le cadre de la levée de fonds, on a essayé de mettre en place, de régulariser un certain nombre de points. Et voilà. Et donc, Laura n'avait pas forcément beaucoup d'appétence pour le droit du travail au début. Donc, elle va nous faire son retour d'expérience sur le sujet. Je vais juste te présenter. Bonjour, merci beaucoup pour l'invite. Peut-être juste en 2 mots, nous, ce qu'on fait, comme ça vous paraît un tout petit peu plus clair. Donc du coup, Cobus, on est un SaaS pour les professionnels de santé, donc à commencer par les kinés. L'idée, c'est de les aider à aller plus loin dans leur prise en charge, et donc de digitaliser et d'apporter des éléments scientifiques pour leur diagnostic, leur suite patient et toute leur communication, que ce soit avec le patient ou avec les pros. Donc nous, très concrètement, on vend un logiciel en abonnement à des kinés. Aujourd'hui, on est une équipe de 16 personnes, enfin 16 à partir de lundi, la 16e arrive lundi, dont 4 cofondateurs. Donc du coup, nous, on a fait une levée de fonds fin 2018, avec Kim au fond, entre autres, et Lam. Et ensuite, donc on a bossé avec Bold sur la levée de fonds et ensuite on a continué avec ce fameux abonnement. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Plein de trucs. C'est vrai que moi, je suis vraiment pas une fan de droit au départ, contrairement à mon autre associé qui est quand même beaucoup plus à l'aise avec le droit. Mais comme c'est moi qui gère toute la partie RH dans la boîte, il y a une partie droit social qui va avec le RH, donc j'ai dû un peu m'y faire. Le premier truc qu'on a fait et qui était assez important, finalement qui était assez chouette, c'était la refonte des contrats. Donc nous, on avait eu la chance de gagner dans un concours de start-up 50 heures gratuites avec un autre cabinet d'avocats. Donc on avait la chance d'avoir des contrats de travail qui n'étaient pas dégueux du tout puisqu'ils avaient déjà été faits par des gens qui savaient faire ça. Mais c'était des contrats qui étaient assez longs. Je sais plus, ils faisaient plusieurs pages, etc. Et c'est vrai que c'est une remarque plutôt proactive de Bold de dire est-ce que ça vous dirait pas qu'on fasse des contrats un peu plus simples qui soient juste
vraiment lisibles et donc lus, parce qu'en fait le problème des contrats qui font plus de 5 pages, c'est que personne ne les lit parce que c'est insupportable et que personne ne comprend rien. Et si ni le salarié ni l'employeur ne comprend ce que tu mets dans un contrat de travail, c'est un petit peu embêtant. Donc on a énormément élagué les contrats. Alors ça ne veut pas dire que les contrats sont moins sécurisés, etc. Enfin, j'espère pas. Non mais le but c'était de dire on va pas rappeler dans le contrat tous les éléments qui sont en fait des obligations de la convention collective. Donc on met juste les trucs spécifiques ou les éléments, la rémunération, le variable ou pas, la durée de travail. On est revenu sur un seul petit truc ensemble, c'est-à-dire qu'on avait enlevé par exemple la mention au congé, puisque les congés payés c'est une obligation de la convention Syntec. Mais c'est vrai que moi j'avais systématiquement la question de mais attendez, il n'y a pas de congé dans le contrat, c'est quoi ce... Enfin, les gens étaient un peu paniqués par l'idée de ne pas avoir de congé dans leur contrat, ce que je peux comprendre. Donc on a rajouté la mention au congé, même si c'est une mention obligatoire enfin c'est quelque chose qui est fixé par la convention collective, et également la prise en charge de la mutuelle. Nous on bosse avec Alan, je pense comme beaucoup de startups, et on prend en charge 100% de la mutuelle pour nos employés. Et donc on l'a juste rajouté parce que c'est quelque chose qui est une valeur ajoutée. Enfin 100% c'était pas mal pour les salariés, et donc c'était un peu de marketing dans le contrat, on va dire. Et donc ça, c'est assez cool. Maintenant, on a un truc type, ça va vachement plus vite. Et maintenant, j'ai très rarement des questions sur les contrats de travail. Donc ça permet de fluidifier énormément cette partie qui n'est pas la partie la plus fun quand on embauche quelqu'un. Juste pour compléter ce que tu as dit, il y a aussi un truc qu'on a fait pas mal qui avait été identifié par tes investisseurs, c'est tout ce qui était propriété intellectuelle et droit à l'image, je pense aussi. Parce qu'en fait, c'est souvent des choses qui ne sont pas classiquement adressées par les autres cabinets d'avocats ou les experts comptables, etc., qui font des contrats de travail. Et tout ce qui est droit de propriété intellectuelle, cession de propriété intellectuelle, droit à l'image, parce que souvent, Welcome to the Jungle, la petite photo sur le site internet, oui, mais il n'y a pas forcément de clause prévue. Donc, je pense que tout ça, on l'a aussi rajouté dans ton contrat. C'est ce que j'avais en tête aussi, puisque c'est quelque chose qu'on voit systématiquement identifié par les investisseurs. Après, peut-être tu peux nous expliquer le gros chantier qu'on a mis en œuvre, qui est l'accord d'entreprise pour adapter la durée du travail au sein de Cobus. Oui, carrément. Du coup, pourquoi est-ce qu'on a fait cet accord d'entreprise ? En fait, nous, je pense assez classiquement, on a des équipes assez diverses et on a une équipe de développeurs et d'autres profils, plus business, etc. Et en fait... Très honnêtement, au départ, j'avais même pas forcément fait très très attention, mais en fait, je me suis rendu compte quand on a commencé à regarder et que j'ai eu certains salariés qui ont commencé à poser des questions que, en fait, tous mes développeurs étaient en cadre et donc une modalité de temps qui n'a pas été évoquée par Alice, qui est entre les 35 heures et le forfait jour, qui est le 38h30, donc c'est la modalité 2, si je ne me trompe pas, du coup, qui est globalement une sorte d'institutionnalisation d'heures supplémentaires, donc de 3,5 heures supplémentaires par mois, et qui rentrent dans le contrat et qui sont payés, mais qui rentrent dans le contrat. C'est-à-dire que nous, donc on avait tous nos développeurs qui étaient payés leur salaire, peu importe, mais sur 38h30 étaient cadres, et les autres profils qui étaient en 35 heures, cadre ou pas cadre, ça dépendait des fois, et qui de fait, comme souvent, puisque les développeurs, ça fait partie quand même des professions assez bien payées, étaient moins bien payés. Et donc au début, très honnêtement, moi je sais pas, j'avais presque pas fait attention à ça, puisque c'était des contrats qui avaient été faits par les avocats, on avait peu de monde, etc. Et puis plus on a commencé à avoir du monde, plus vous avez aussi le risque ou la chance, ça dépend comment vous voyez les choses, mais d'avoir des salariés qui sont un petit peu plus attentifs et en tout cas sensibles à ces questions. Nous c'est le cas, une salariée qui est vachement plus pointilleuse là-dessus et elle m'aide beaucoup à découvrir des chemins du droit social, mais c'est assez pratique. Et donc effectivement, il y avait une certaine incohérence, puisque de fait, comme le disait Alice, dans la boîte, tout le monde bosse autant et les devs bossent pas plus que les commerciaux, presque au contraire, entre guillemets, parfois. Donc l'idée, c'était de dire, c'est assez injuste, puisque en fait, il y en a tout le monde bosse pareil, il y en a qui sont moins bien payés parce que c'est un peu la loi du marché, malheureusement, mais pour autant, ils ont... moins d'avantages, puisque globalement en 35 heures vous avez les 5 semaines, alors qu'à partir de 38h30 vous avez 7 semaines avec les RTT, etc. Donc ça faisait vraiment entre guillemets double peine, c'est-à-dire non seulement vous êtes un peu moins bien payé généralement avec la loi du marché, et en plus vous avez moins de congés, moins d'avantages, etc. Et donc effectivement je trouvais ça assez injuste comme condition, donc je me suis dit on va mettre tout le monde au 38h30, ça va être plus simple, tout le monde aura 7 jours cette semaine, tout le monde aura des RTT, et comme ça au moins
comme de toute façon tout le monde fait déjà plus que 38h30, bon, au moins ça rattrapera un peu sur la réalité. Sauf que là, le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre les gens en forfait, donc en modalité 2 et avec des RTT, etc. En tout cas, dans la convention collective Syndec, sauf s'ils ont un certain minimum de salaire et un certain statut. Donc en fait, je me retrouvais coincée avec globalement tous les gens que je voulais faire passer en modalité 2, où je pouvais pas les faire passer parce qu'ils n'avaient pas un salaire suffisant ou le statut suffisant. Donc l'option, ça aurait été de juste augmenter les salaires de tout le monde, mais c'était un petit peu compliqué. Donc du coup, en fait, c'est là où Bold m'a parlé d'accord d'entreprise. Et donc en fait, on a fait un accord d'entreprise dont l'objectif était d'enlever, enfin en tout cas d'abaisser les conditions pour pouvoir faire passer les gens en modalité 2, donc 38h30, à la fois les conditions de salaire minimum et les conditions de statut, cadre ou pas cadre, etc. Et donc nous on a changé ça pour la modalité 2 et on en a profité pour faire aussi le changement pour le forfait jour. Nous aujourd'hui on n'a personne en forfait jour. On s'est dit que quitte à faire un accord d'entreprise, on allait en faire un seul et on changerait les modalités sur les 2 points, enfin sur les 2 types de modalités de temps de travail pour éviter d'avoir à refaire. Nous, ça a été très bien pris par les salariés puisque c'était quand même énormément à leur avantage et c'était aussi vachement suite à eux quand ils nous ont challengés sur le sujet. Mais après, on a fait un boulot d'essayer de bien expliquer parce qu'à chaque fois que c'est un document juridique, vous avez aussi effectivement ce même risque avec les contrats de les gens le parcours et comprennent pas forcément bien ou etc. Et en fait derrière vous vous retrouvez avec des questions 6 mois après de mais en fait j'étais pas d'accord, non. Mais donc on a fait ça a été extrêmement bien pris. Il y a un vote à organiser, donc ça c'est juste la partie procédure qui est effectivement un petit peu c'est un petit peu rigolo, je trouve, parce que ça vraiment, on va dire que il faut vraiment organiser un vrai vote, donc ils ont sorte d'isoloir, etc. Il faut envoyer en amont le truc. Et alors, évidemment, je pense que les filles sont gentilles de pas le dire. Moi, je m'y prends jamais très très à l'avance sur mes projets de droit social, donc j'ai toujours besoin d'un truc pour le lendemain. Et comme en fait j'avais besoin de faire ça pour pouvoir du coup passer mes salariés en RTT avec leur RTT, etc. Il fallait respecter certains délais, donc je crois qu'il faut l'avoir donné aux salariés le projet 15 jours avant, après organiser le vote et ensuite ça peut être mis en application le mois suivant, etc. Donc c'était en termes de, si un jour vous voulez faire ça, en soi c'est pas très compliqué, il faut juste éviter de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire en fait dans 3 semaines on veut tout avoir changé, il faut avoir fait tout en panique, etc. parce que c'est jamais très agréable. Mais sinon, à part ça fait l'occasion de faire un vote un petit peu ridicule avec un isoloir dans la salle de réunion et de mettre des bouts de papier dans un carton. Voilà. Après, l'autre partie qui est particulièrement moins fun, c'est que c'est super puisque maintenant on doit déposer l'accord sur une plateforme internet, donc ça c'est fantastique. Mais par contre la plateforme bug un jour sur 2, donc ça c'est pas la faute de Bold mais la faute du ministère. Donc ça c'est vrai que c'était un tout petit peu quand c'est le 5 août et qu'évidemment personne ne répond parce que sinon c'est pas drôle. Ça c'était un peu moins fun, mais sinon franchement ça passe assez bien. Et aujourd'hui nous ça a été vraiment un truc cool parce qu'en fait ça a pas mal aplani des tensions qu'il y avait, pas très officielles parce qu'on est encore une petite boîte avec une super ambiance et tout, mais quand même des petites tensions entre ce truc double peine de on est entre guillemets potentiellement moins bien payé, on a moins de congés, c'est dégueulasse et je vois pas trop pourquoi, et je comprends pas pourquoi le code du travail implique une telle l'organisation du travail implique une telle injustice. Donc ça nous a bien aidé, les gens sont assez contents. Ouais, il y a une question. Je voulais juste savoir à partir de combien de salariés tu as fait l'accord entreprise ? Alors, ça peut être fait, l'accord d'entreprise maintenant peut être fait à partir limite de 1 salarié, juste qu'il faut que ce soit voté. Après, vous avez des règles différentes pour c'est ça, pour mettre en place l'accord d'entreprise, ça dépend de votre seuil d'effectif. Donc Laura, ils étaient moins de 11, c'est pour ça qu'il y a eu un vote. Après, vous pouvez le faire passer quand vous avez un CSE, on vous en parlera juste après, vous pouvez le faire passer par vos élus directement, ce qui est un peu moins fastidieux qu'on vote. Mais ça, et je ne sais pas combien vous étiez à l'époque. Là, on est 10, c'était du 9, 10, je t'ai dit. Donc on devait être 8, 9. Je sais plus trop. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était cet été, donc en fait on n'a rien changé en termes de nombre de salariés. Non, il y a eu 1 et non. Donc on était 8-9. En fait, le besoin, c'était vraiment jamais faire sentir avant. Mais là, tu vois, du 8-9 plus, en fait,
enfin, de fait, on est un tout petit peu plus, mais avec les fondateurs, qui est une relation un peu différente, tu vois. Il commençait vraiment à y avoir des équipes, l'équipe de développeurs, l'équipe produit, l'équipe business, et donc tu commences aussi à avoir des éléments un peu plus de comparaison, malheureusement, et tu commences aussi, enfin, en tout cas, nous, c'était notre cas. Dans une boîte où, enfin moi, mes salariés sont très très open, très honnêtes. On a une super relation et j'ai pas beaucoup de salariés qui sont très regardants sur leur fiche de paye. Enfin, je pense que je pourrais faire plein de boulettes, à moitié qui s'en rendent pas compte, ce qui est pas top parce que du coup, si j'en fais, personne ne s'en rend compte pour moi. Mais plus tu grossis, plus potentiellement, tu as aussi des gens qui, et c'est normal, qui sont un peu plus regardants là-dessus. Et donc, en fait, c'est aussi ça qui a généré le fait de dire, oui, c'est vrai, c'est injuste. J'avais jamais traité le problème parce qu'on m'avait jamais remonté le truc et que j'y avais pas pensé, mais carrément, c'est une bonne idée, quoi. Après, je pense que ça peut être un truc hyper cool en tant que manager de façon proactive. Enfin, nous en tout cas on essaye d'être assez proactif sur tous ces sujets, pas qu'en droit social, parce que je trouve que c'est hyper désagréable pour un salarié de devoir réclamer des trucs comme ça. Enfin, c'est jamais hyper agréable. Et donc moi je le savais pas, donc j'avais du mal à être proactif sur les sujets, mais une fois que tu le sais, ça peut être aussi un truc hyper cool, notamment au début dans une startup, on est tous dans le même bateau, on est au maximum avec les mêmes conditions. Après effectivement tu peux pas payer tout le monde le maximum des salaires parce qu'en termes de trésor ça devient compliqué, mais voilà. Non, c'était super clair. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Juste la charte télétravail. Donc nous on fait pas mal de télétravail depuis le début. Donc nous tout le monde fait peut faire jusqu'à 2 jours de télétravail par semaine. Donc nous ça a été c'est vraiment dans notre ADN de boîte. Enfin, un de mes associés vit à Tours, donc il vient que 2 à 3 jours par semaine de fait. Donc ça s'est assez fait naturellement parce que ça aurait été bizarre d'expliquer aux gens que il y a un des associés qui est pas là tout le temps, mais vous devez forcément être là tout le temps. Et puis on a pas mal de gens qui habitent pas si proches que ça, donc ça joue pas mal. Et donc depuis le début, on a une sorte de charte qu'on s'était faite nous-mêmes, qui était un peu light sur le sujet. Et donc on a pu la revoir avec les filles. L'idée, c'était de cadrer un petit peu plus à la fois les droits en termes de télétravail, rappeler bien tout ce qui est horaire, disponibilité, etc. Sachant que là-dessus, il y a toujours un côté un peu théorique, parce que en tout cas nous ce qu'on dit à nos salariés c'est que le télétravail, l'intérêt c'est justement de pouvoir décaler leurs horaires. S'ils veulent faire 6h midi, pause midi 16h et 16h 20h, enfin, je sais pas combien ça fait ce que je viens de dire, mais en vrai moi je m'en fiche, sauf ceux qui font du service client et qui doivent répondre au téléphone. Ça c'est assez spécifique, mais pour un développeur, un produit ou même un sales, nous nos commerciaux concrètement des kinés entre 14 et 16h vous n'avez pas grand monde au téléphone parce que les gens sont avec des patients, donc de décaler, on a plein de sales qui font des pauses l'après-midi et qui bossent plutôt jusqu'à 20h le soir, mais on peut pas mettre dans la charte de travail les horaires pour chaque personne. Donc après voilà, il faut accepter d'être un tout petit peu plus flexible que le droit, mais je pense que tant qu'on en est conscient et que c'est fait en bonne intelligence et qu'il y a quand même une règle, c'est pas trop mal. Et ce qui était, moi j'ai trouvé bien là quand on a revu la charte, c'est que ça permettait aussi de rappeler un tout petit peu, déjà c'était l'occasion de rappeler aux salariés que c'est quand même un droit qu'on leur donne, mais c'est pas obligatoire. Enfin, moi j'ai énormément de potes qui ont monté des startups et qui ont encore beaucoup de mal à autoriser le télétravail, donc de l'officialiser, etc. Ça rappelle juste que c'est quand même quelque chose d'assez chouette, mais qu'il faut faire attention à pas briser la confiance qu'il y a dessus, parce que c'est pas quelque chose d'obligatoire. C'est pas rentré dans le contrat de travail forcément. Enfin, ça peut être évoqué, etc. Et puis ça permettait effectivement eux-mêmes de se rappeler comment on faisait si on voulait révoquer le droit du contrat de travail, que ce soit de leur part ou de notre part. Donc ça a été plutôt bénéfique de le reformaliser. Ça a été l'occasion d'en reparler. Alors les nouveaux, je leur en avais forcément mieux parlé, mais ceux qui sont là depuis 2-3 ans, chez qui ça s'est fait un peu naturellement, sans forcément être trop formalisé au début, ça a été une bonne occasion de remettre un peu les choses à plat pour que tout le monde en profite sans qu'on se prenne trop la tête. C'est parfait. Merci Laura pour ton retour d'expérience. Du coup, donc, je pense que Laura, vraiment la vision effectivement, elle l'a fait à un stade que nous, on voit qui est à peu près le bon, je pense, parce que c'est le moment où elle grossit et elle a un peu structuré sa boîte, et c'est aussi des avantages, je pense, peut-être en termes de recrutement, je ne sais pas comment c'est perçu, mais tout ce qui est RTT en plus télétravail, je pense que c'est clairement l'avantage compétitif. Et de le faire à cette taille-là, c'est effectivement
assez avantageux parce qu'il n'y a pas encore trop de monde. Donc ça passe mieux, ça te permet de te structurer. C'est quand même plus facile de le faire à 8-9 qu'à 20 ou à 30. Donc c'était vraiment, je pense, le bon moment de le faire. Mais il y aura bientôt des next steps, Laura. Je pense que tu as vraiment hâte. Et on va juste vous présenter un peu ce qu'on voit aussi nous au quotidien derrière pour nos startups. Et oui, les prochaines étapes, elles font un petit peu peur aussi. Le comité social et économique, c'est la nouvelle institution représentative du personnel qui remplace ce qui était avant le comité d'entreprise, les délégués du personnel. Aujourd'hui, on a une instance unique, comité social et économique. Et c'est vrai que ça fait un petit peu peur parfois, alors qu'en réalité, comme tout le reste qu'on vient de vous présenter, il ne faut pas en avoir peur. C'est aussi un allié qui vous permet justement parfois de négocier beaucoup plus facilement des accords d'entreprise sans avoir à organiser un vote avec un isoloir, etc. Et qui doit être mis en place à partir du moment où vous avez atteint le seuil de 11 salariés sur une période de 12 mois consécutifs. Donc, c'est pas tout de suite, il faut quand même les avoir atteints pendant un certain moment. Voilà. Mais tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Et il y a d'autres prochaines étapes aussi, c'est le règlement intérieur. Lui, le règlement intérieur, il doit être mis en place à partir du moment où vous avez atteint 20 salariés sur 6 mois. Voilà, ce règlement intérieur. En fait, c'est un peu les règles de vie dans la société. Il y a des dispositions obligatoires, mais vous pouvez aussi ajouter certaines dispositions spécifiques. Je pense par exemple à des règles en matière d'hygiène et de sécurité quand votre activité, par exemple, nécessite la manipulation d'aliments ou ce genre de choses. Voilà. Donc, c'est bien aussi de le mettre en place. Vous pouvez le mettre en place d'ailleurs même avant les 20 salariés si vous souhaitez imposer des règles particulières dans votre société. Et puis après, il est venu le moment de vous séparer. Vous aviez tout bien fait, vous étiez venu au meet-up de Bold, mais pourtant il y a eu des frictions, ou pas d'ailleurs, parce que vous pouvez aussi vous séparer en bons termes. Il y a différents cas de rupture. La rupture pendant la période d'essai, d'abord, c'est la première chose qu'on va voir. Bon, ça, c'est assez simple en réalité. Il n'y a pas de motif, il n'y a pas besoin de motiver la rupture de l'essai. Il y a simplement l'application d'un délai de prévenance qui va varier selon le temps de présence du salarié dans la société. Lui, le salarié aussi peut rompre pendant l'essai et il a un délai de prévenance qui est assez court puisqu'il est au maximum de 48 heures. Voilà. Ensuite, il y a la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle, c'est un accord de rupture amiable avec le salarié. Donc, en général, c'est quand tout se passe bien. Nous, en tout cas, c'est la voie qu'on recommande quasiment tout le temps. Enfin, je pense que c'est la voie privilégiée pour vous éviter des risques en fait, de contestation, puisque quand vous faites une rupture conventionnelle, le salarié, lui, peut contester uniquement contester la rupture uniquement s'il y a un vice du consentement. Donc, ça veut dire que vous l'avez forcé par la force, par la pression, à signer le document de rupture, donc c'est très difficile à prouver et ça reste, les condamnations sur ce fondement sont très très rares. Et ensuite, il faut juste avoir en tête que la rupture conventionnelle, ça règle la rupture, mais ça règle pas tout ce qui est lié à l'exécution du contrat de travail. Donc, par exemple, quand on parlait tout à l'heure d'heures supplémentaires, si jamais vous faites une rupture conventionnelle, ça va pas du tout régler les litiges potentiels qui pourraient naître du fait de l'exécution d'heures supplémentaires par le salarié. Ouais, et juste dans le cadre de la rupture conventionnelle, donc c'est assez encadré par le Code du travail, c'est assez facile à mettre en œuvre, mais il y a juste des délais incompressibles. À chaque fois, toutes les ruptures conventionnelles doivent être homologuées par la Directe, qui est une instance du ministère du Travail. Donc c'est aussi les joies des formalités du Code du travail. Mais en réalité, c'est assez facile. Il y a un formulaire SERFA à remplir. Vous devez verser dans le cadre de la rupture conventionnelle au minimum l'indemnité de licenciement, soit celle prévue par la loi, soit celle prévue par la convention collective, suivant le montant le plus favorable. Et ça dure à peu près 45 jours avec tous les fameux délais d'envoi à la Directe, etc. Mais c'est quand même un mode de rupture qu'on privilégie. Malheureusement, parfois, ça peut pas se faire parce que le salarié n'est pas d'accord pour une rupture conventionnelle. Vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente. Donc, on passe sur un licenciement. Souvent, le licenciement, on a beaucoup de nos clients qui nous disent « oui, mais il n'est pas bon, il n'est pas au niveau, etc. » On dit « Ok, envoie-nous juste les preuves, le dossier que tu as là-dessus. » Sauf qu'il n'y a pas forcément la culture de l'écrit. Je ne vais pas vous dire de tout marquer par écrit toutes les semaines, mais juste ayez vraiment le réflexe. Quand vous n'êtes pas satisfait avec vos salariés, quand il y a des petits points de friction qui arrivent, de faire
un petit mail, un petit récap, un petit compte rendu, voilà, sans que ça soit perçu de manière trop agressive non plus vers votre salarié, parce que c'est souvent la crainte de nos clients de dire oui mais j'ai pas envie de le tendre, oui mais en même temps ça se passe mal et si derrière tu dois le sortir, bah, j'ai envie que tu aies des preuves et que tu sois sécurisé dans cette rupture-là, parce que le fait est que ça se passe mal et que la personne n'est pas au niveau. Donc vraiment ayez toujours ça à l'esprit, ou des actes d'insubordination, ou juste un petit mail de récap derrière, pour éviter des problématiques contentieuses derrière en cas de contestation et de procès. Le licenciement, juste ayez à l'esprit que en France, il faut un motif pour licencier quelqu'un. C'est soit un motif personnel, donc qui est lié à la personne du salarié. Ça va être classiquement de l'insuffisance professionnelle ou du disciplinaire, du type de l'insubordination, une faute grave, etc. Soit un motif économique, et là c'est pareil, deuxième chose qu'on entend souvent, c'est oui mais moi ça va pas bien, c'est forcément un licenciement pour motif économique. Bah oui, on a beaucoup de clients qui sont des start-upers, donc économiquement, le modèle économique fait qu'effectivement c'est compliqué, mais le motif économique est très très encadré par le Code du travail. Il faut des indicateurs qui sont en baisse pendant une certaine durée, qui varient en fonction de votre effectif. Donc en fait le motif économique, il faut vraiment l'apprécier au niveau des chiffres et des documents comptables que vous avez. Donc c'est pas si évident que ça qu'il soit constitué. Si vous devez donc opter pour un licenciement, c'est pareil, il y a également une procédure avec une convocation, entretien préalable, tout un tas de formalités à respecter, et vous devez également verser une indemnité de licenciement qui est égale, qui est soit celle prévue par la loi, soit par la convention collective. Et aussi vous avez un préavis à respecter, ce qui n'est pas le cas dans le cadre de la rupture conventionnelle. Il n'y a pas de préavis, juste la durée de la rupture conventionnelle dure à peu près 45 jours. Là, le préavis pour un cadre sous Syntec, par exemple, ça va être 3 mois. Les seuls cas dans lesquels vous n'aurez pas à payer ni l'indemnité de licenciement ni le préavis, ça va être un licenciement pour faute grave, mais qui reste quand même assez rare. Voilà, c'est ça en fait classiquement ce qu'il faut que vous reteniez si vous devez partir sur un licenciement. Quand vous sentez que ça ne va pas très bien avec votre salarié, tracez tout par écrit pour qu'on ait un dossier derrière. Parce que sinon les conséquences peuvent être assez lourdes. Et donc le dernier moyen, c'est là ça vient pas de vous, c'est votre salarié qui démissionne. Là, rien de classique, il vous doit lui aussi un préavis. Vous n'avez rien à lui verser, mais lui vous doit un préavis. Il peut vous demander, d'ailleurs Laura, tu as eu le cas, à réduire la période de son préavis. C'est quelque chose qui est possible. On réduit la durée du préavis du salarié, donc tracez tout par écrit. À ce moment-là, vous n'avez pas à lui payer les 3 mois, mais peut-être 1 mois et demi, la date à laquelle il vous a demandé de partir. Et donc les réflexes à avoir aussi sur tous ces cas de rupture et qu'on voit nous souvent. Alors déjà pour revenir sur le licenciement, si vous n'avez pas de motif de licenciement et que la personne va contester son licenciement en justice, vous vous exposez à devoir payer ce qu'on appelle une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire que vous n'avez pas de motif à votre rupture, qui varie en fonction de l'ancienneté de votre salarié. C'est les fameux barèmes Macron, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Aujourd'hui, on a des plafonds et des planchers, d'ailleurs, en fonction de l'ancienneté du salarié, sur cette fameuse indemnité qui va être allouée. Pour un salarié de 1 an d'ancienneté, c'est 2 mois de salaire, par exemple, juste pour que vous l'ayez à l'esprit. Et en cas de contestation aussi du licenciement, souvent on a effectivement des réclamations sur les heures supplémentaires, sur tous les manquements qu'on a vus en fait tout au long de la présentation. Souvent quand les salariés contestent leur licenciement, ils vont pas juste chercher l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, surtout qu'aujourd'hui elle est plafonnée, ils vont chercher tous les autres manquements que vous avez pu commettre. Mais bon, maintenant vous êtes parés, donc je pense que vous allez plus les faire. Et juste un dernier point, pensez dans tous ces cas de rupture, quels qu'ils soient, si vous avez prévu une clause de non-concurrence à votre contrat de travail, comme vous l'a dit Alice, elle a vocation à s'appliquer postérieurement à la rupture. C'est-à-dire que si vous ne renoncez pas à l'application de cette clause, par définition, elle s'applique. Et vous devez y renoncer au plus tard à la date de rupture de votre contrat de travail. Donc vraiment, il faut absolument, quel que soit le cas, et notamment quand on est le cas d'une rupture de période d'essai d'un salarié qui s'en va dans 24 heures, juste dans les 24 heures, il faut vraiment que vous pensiez à accuser réception de la rupture de la période d'essai et à lever la clause de non-concurrence. Sinon, vous vous exposez au risque de devoir lui payer le montant de sa clause. Et nous, souvent, ce qu'on met, c'est 30% du salaire pendant 1 an, ce qui chiffre quand même assez rapidement. Et juste, vous êtes condamné c'est sûr que vous devez lui payer. Et enfin, la dernière chose, quand vous avez une fin de contrat de travail, vous avez à remettre les documents de rupture, que sont l'attestation pour l'emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte. Et ça doit être fait dès la rupture. Sinon, pareil, vous êtes en infraction et vous pénalisez votre salarié. Je crois que c'était tout ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui. Moi, j'ai mis juste... Ouais.
ça paraît très très bête ce que vient de dire Margot, mais enfin, moi personnellement, j'avais aucune idée du fait qu'il fallait faire des papiers particuliers pour faire la démission. Notre salarié nous a remis sa lettre de démission qu'on a signée. On a fait une rupture du contrat, pas une rupture, un raccourcissement de la durée de préavis. Moi, je trouvais qu'on avait déjà fait pas mal de trucs, que c'était déjà admirable. Et en fait, le jour où il est parti, il me dit oui, bah tu me diras pour les papiers, etc. Et j'étais là, les papiers, de quoi on parle? Donc j'ai appelé Margot en disant il y a des papiers à faire signer, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est bête, mais à chaque fois, il y a ce genre de petits trucs. Et c'est vrai que le savoir avant, ça m'aurait permis de... Bon, en fait, finalement, c'était pas si compliqué que ça. À part que je ne pouvais plus accéder à Pôle emploi, mais voilà. Non, mais finalement, c'était pas très compliqué. Mais c'est vrai que quand c'est ton salarié qui t'apprend, enfin, qui te demande les papiers, et que tu sais même pas qu'il y a des papiers à faire, tu te sens un peu bête. Et donc, c'est là où c'est très cool de... Je pourrais te faire votre pub, mais en vrai, c'est hyper cool d'avoir un cabinet que tu peux appeler en panique sans te dire... En fait, je sais pas ce qu'il va me raconter, je sais pas combien ça va me coûter, ça va être l'enfer, et qui a une réponse hyper vite et qui, en fait, bon là, en l'occurrence, te rassure, donc c'était très cool. Et t'envoies les papiers, mais c'est vrai que bon, ça, c'est un peu les joies du droit. Je pense pas que social d'ailleurs. Quand moi, j'apprends vraiment sur le tas, sur plein de trucs, et parfois c'est un peu à tes dépens. Mais c'est tant que ça se passe bien avec tes salariés, en vrai, ça a rien de très grave. Je crois. Merci Laura. J'ai juste laissé Clarisse conclure rapidement. On va passer du coup à la phase de questions d'abord. Ok. On va passer à la phase de questions d'abord. Donc n'hésitez pas, on est disponible pour vous avec le bruit là. Alors vas-y Laura. Comment tu fais quand ça se passe? Je sais pas si vous entendez ou pas. Ouais. Genre si ça se passe pas bien avec un salarié, dans la plupart des cas, il n'y a pas de faute grave ou d'insubordination ou je sais pas quoi. C'est juste t'es pas très content de son travail et tu trouves qu'il pourrait performer mieux ou je sais pas quoi. Est-ce que tu peux, toi, lui proposer une rupture conventionnelle? Comment ça se fonctionne? Ouais, classiquement, c'est comme ça qu'on fait. Donc, le réflexe que tu as, donc si ça se passe mal, qui pourrait faire mieux, bah, c'est de tracer par écrit un peu les objectifs, etc. pour que s'il n'accepte pas ta rupture conventionnelle, tu puisses partir sur un licenciement pour insuffisance professionnelle. Ça serait ça le motif. Et oui, tu peux aller voir ton salarié en lui disant, écoute, bon là, tu n'es pas tout à fait au niveau, ça ne fonctionne pas trop, je pense que ça serait mieux qu'on s'arrête là. Je te propose une rupture conventionnelle, c'est quand même le meilleur moyen, y compris pour lui, plutôt que de se faire licencier. C'est quand même plus agréable de sortir sur une rupture conventionnelle. Après, ben, les conditions de la rupture devront être discutées entre toi et lui. Il va peut-être pas vouloir partir sous 1 mois et demi, mais sous un peu plus. Il va peut-être te demander un peu plus que juste l'indemnité, parce que c'est quand même toi qui le sors. Tout ça, c'est de la négociation, mais tu peux lui proposer. Ouais. Merci beaucoup pour votre présentation, c'était super. J'ai une question sur donc le temps de travail. Donc si j'ai bien compris qu'il fallait pas maintenir le 35 heures, mais si on est toujours 35 heures et qu'on fait plus de 35 heures, c'est quoi concrètement les risques pour l'employeur si un employé décide de se manifester à ce propos? Le risque, c'est un rappel d'heures supplémentaires, en fait. Il va essayer de démontrer le nombre d'heures qu'il a fait. Il va démontrer que, par exemple, il a travaillé tard le soir ou le week-end, enfin, en tout cas, en dehors des horaires habituels de travail. Et il va demander un rappel d'heures supplémentaires. Donc, il va prendre, en gros, son taux horaire habituel, le majorer des majorations pour heures supplémentaires, 25 ou 50%. Et ensuite, chiffrer ça, sachant qu'on a un délai de prescription de 3 ans. Donc, il va pouvoir aller 3 ans en arrière et demander un rappel sur ces 3 années. En général, oui. Il envoie une lettre et ensuite, si vous payez pas, il va aller voir un avocat et cet avocat-là va aussi s'adresser à vous. Et puis en général, après, ça se passe généralement entre avocats. Il y a une issue amiable qui peut se trouver, potentiellement une transaction, si on considère que les demandes du salarié sont justifiées, quoi. Bonjour, merci de votre présentation. Première question, et puis je vais repasser le micro. Comment se documente le forfait jour? Comment se documente sur le suivi? Voilà, sur le suivi, encore une fois, ça peut être parti au moyen, mais en général, pareil, il y a une déclaration du salarié, ça peut être un tableau Excel, où on va qualifier, en fait, c'est un document de contrôle, on va qualifier le nombre de jours travaillés. Par exemple, je sais pas, sur un mois, on va avoir les 30 jours, et il y aura tel jour, ça a été un jour travaillé, tel autre jour, c'était un jour de repos, ça, c'était un congé payé, ou voilà. Et c'est vraiment un document de contrôle chaque mois qui doit être fait par le salarié et par l'employeur. En principe, ça doit être... oui.
Concrètement, en fait, à la fin de chaque mois, si le salarié peut établir le document et ensuite vous le validez ou vous l'établissez et le salarié le valide. Ça peut se faire dans un sens comme dans l'autre. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une question concernant la relation avec les stagiaires. Si on veut donner une prime, par exemple, à nos stagiaires, comment ça se passe quelle est la légalité de la prime et voilà, comment ça se passe? C'est tout à fait possible de verser une prime à un stagiaire. Et en fait, la seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est que tout ce qui dépasse la gratification de stage minimale va être soumis à cotisation sociale. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas de formalité particulière sur le sujet. Ouais, juste le faire apparaître dans le bulletin de paye, c'est suffisant, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Un des associés peut très bien être effectivement rémunéré par Pôle emploi, évidemment, entre guillemets, illégalement, puisqu'il n'est pas censé travailler. Quelle est la pratique courante que vous voyez? Et effectivement, dans ce cas-là, si un associé qui est au Pôle emploi commence à dire « Ah bah attends, j'ai travaillé XY temps pour toi », quelle est la situation? Comment ça se déboucle? Souvent, nous, en pratique, ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne un mandat social à la personne. Mandataire social n'est pas forcément rémunéré. Donc, il peut juste avoir un mandat social. Et ce mandat social-là lui permet, effectivement, d'engager la société, de travailler. Et c'est juste un accord, comme quoi il n'est pas rémunéré pendant cette période-là. Mais il faut qu'il ait un statut, en fait. C'est pas exactement le même sujet, mais ça me fait penser à nous. On avait un petit souci là-dessus. Et c'est un truc bête, mais nous, on est quatre associés. Donc, un qui est part-time, donc c'était moins le problème, mais on était deux à être mandataire social. Donc moi, je suis présidente et mon associée était directrice générale. Et le troisième, notre CTO, au départ, on voyait pas trop pourquoi il serait forcément mandataire social. On n'en avait pas forcément besoin. Donc on l'avait juste salarié. Et du coup, il cotisait à Pôle emploi en tant que salarié. Et en fait, on a découvert, on va dire, que en fait globalement c'était potentiellement assez inutile qu'il cotise à Pôle emploi parce qu'il y avait des très très grandes chances que comme en fait il n'y a aucun lien de subordination entre lui et nous, qu'il est actionnaire majoritaire, enfin en tout cas au même titre que nous dans la société, en fait Pôle emploi le jour où il aurait voulu demander ses cotisations, son versement chômage, lui dit en fait vous n'étiez pas vraiment en droit de les avoir, enfin vous n'êtes pas en droit de les avoir parce que vous n'étiez pas vraiment un salarié et donc en fait par contre je vous rembourse pas les cotisations que vous avez fait parce que sinon ça c'est trop drôle, ça serait trop facile. Donc en fait finalement ça servait presque à rien pour lui d'être salarié, donc on l'a passé mandataire puisque là on est en tant que mandataire, nous on a opté pour assimiler salarié et la seule différence avec un salarié c'est l'assurance chômage. Donc en fait juste ça lui permet de pas cotiser pour rien. Je te le dis juste au cas où tu penses du coup à derrière le salarié parce que c'est vrai que nous on avait réfléchi à ça et en fait ça n'a pas beaucoup d'intérêt même pour lui et pour la société quoi. Et il est directeur général également. Donc en fait on a un président et 2 directeurs généraux, mais je crois que tu peux avoir autant de directeurs généraux que tu veux. Enfin après je sais pas si 50 directeurs généraux ça vaut le coup mais voilà. Ouais, c'est un cas particulier, mais qu'on a quand même vraiment beaucoup en pratique. Enfin, nous, on l'a beaucoup, ou avec des gens que vous voulez un peu tester, donc vous bossez avec eux pendant... on a un cas très récent d'un client du cabinet où ça a été pendant 8 mois, ils ont négocié le pacte d'associés. La personne devait devenir associée. En fait, elle bossait quasiment full-time sur le projet, mais du coup gratuitement. Enfin, elle avait son chômage à côté. Finalement, pour une raison X ou Y, ça s'est pas fait, ils ne se sont pas associés. Il a quand même bossé pendant 8-9 mois. Il a investi vachement de son temps sur ce projet-là. Et quand on les a vus au début, c'était non, mais ça va se faire, de toute façon, on va s'associer. Et non, donc effectivement, c'est un vrai sujet. Il faut absolument contractualiser d'une quelconque manière que ce soit. Effectivement, le salariat n'est pas forcément le plus recommandé, mais le risque est que s'il va au prud'homme demain, il va demander, lui, à ce que ce soit apprécié comme une relation de salarié. C'est sur ça qu'il risque de se baser, en fait. Parce que c'est toujours le référentiel. C'est pour ça qu'on vous a toujours parlé du CDI temps plein. C'est souvent le référentiel qu'on a et votre risque, il est souvent celui-là. Après, nous, ce qu'on fait en pratique, on l'a fait beaucoup aussi. On transige avec ces personnes-là. Ce qu'ils veulent, c'est juste de l'argent. Ils n'ont pas réussi à avoir une part du gâteau parce que finalement, ça ne fonctionne pas. Donc, on fait une transaction et ils renoncent à toute action en justice, moyennant une certaine somme qu'on lui verse. Pour les stagiaires, en fait, est-ce qu'il y a un montant d'indemnité en fait minimale à verser et quel est le nombre d'heures maximales à lui faire faire en fait? Ou est-ce qu'il y a une grille d'indemnité? Ouais, il y a une gratification minimale pour les stagiaires qui est de 500. C'est quoi C'est ça.
C'est ça. Voilà. Et... Quoi? Oui, 525,20 par jour. Ah pardon. Voilà. C'est bon, je ne vais pas retenir tous les chiffres, c'est compliqué. 25,20 € par jour. Et tout ce que vous versez en plus de ça, comme je disais tout à l'heure, est soumis à cotisation sociale, alors que cette somme-là est quasiment intégralement exonérée. Ouais, sur les heures, normalement, c'est 35 heures. Ça peut pas être là. Et on a le cas actuellement, on a une stagiaire qui nous a demandé, pour très exactement, 291,64 € d'heures supplémentaires. Donc ça arrive, sachez-le. Donc normalement, c'est 35 heures. Voilà. Elle a quand même mis notre client au prud'homme pour ça. Donc il y en a qui ont quand même la foi. Voilà. En fait, la convention collective dépend du code NAF. En fait, et pour avoir, en fait, comment on choisit le code NAF, comment on définit l'activité pour avoir le bon code NAF, pour avoir la bonne convention collective. En fait, je ne sais pas en fait comment. Par exemple, dans le cas de Laura, justement, c'est où vous avez édité un logiciel et vous êtes dans le domaine santé. Du coup, votre activité, c'est un éditeur logiciel ou c'est santé ou voilà dans le domaine santé. Merci. Je vais peut-être répondre pour Laura. Effectivement, c'est de l'édition logicielle dans son cas. Comment c'est déterminé? En fait, c'est l'INSEE qui vous attribue automatiquement le code NAF en fonction de vos statuts. Et alors, je regarde mes amis du corporate, mais je crois que c'est en fonction de la première ligne qu'il y a dans l'objet social de vos statuts. C'est vraiment ce sur quoi l'INSEE se base pour vous attribuer un code NAF. Et... Alors, je vais peut-être dire des conneries, hein, mais j'ai un vague souvenir de, au tout début, on avait dû choisir parmi une liste d'activités qu'on voulait mettre dans notre objet social. Par exemple, nous, je sais qu'on a mis une partie formation parce qu'on se disait que ça pourrait être un truc vers lequel on dérivait, etc. Mais ça, c'est en amont du code NAF, je me souviens plus du tout. Mais... Ça, c'est au moment de la rédaction de ton objet social. En fait, tu mets toute une liste et en fait, le premier tiré généralement de ton objet social détermine ton activité principale. Donc, vous avez pu mettre de la formation parce que vous vouliez en faire potentiellement, etc. Je pense que la première chose que vous avez mis est quelque chose lié à l'édition de logiciels, etc. Et c'est sur ça que l'INSEE va se baser pour vous attribuer le code NAF. Donc, c'est très important aussi de bien rédiger votre objet social et de bien penser à ça parce que nous, on a le cas de clients où finalement, ça pas forcément été très très bien fait et je vous attribuer un code NAF qui est juste pas du tout adapté et derrière on est un peu bloqué sur la convention collective, alors on galère un petit peu. Alors sachez que en fait dans les faits vous pouvez appliquer celle que vous voulez, c'est juste que normalement vous devez appliquer celle qui correspond à votre activité principale. Donc si vous choisissez entre guillemets une convention collective qui n'est pas celle que vous auriez dû appliquer, vos salariés pourront vous dire bah non en fait tu as choisi celle-là mais ça n'a rien à voir, tu aurais dû choisir l'autre et vous allez être condamné sur ce fondement-là. Donc vous devez appliquer la bonne convention collective applicable. D'où l'importance de la rédaction de votre objet social pour ensuite avoir le bon code NAF qui correspond à la bonne convention collective. Juste, en fait, l'INSEE vous attribue un seul code NAF. Donc, si vous avez deux activités principales, je prends le cas de Laura, effectivement, elle est dans la santé, mais ce qu'elles font, c'est quand même de l'édition de logiciels. C'est principalement ça qu'elles font. Ok, c'est dans le secteur de la santé, mais leur activité principale, il faut que vous pensiez à nous. Souvent, on demande à nos clients de nous expliquer comment ils pitchent leur boîte, comment ils la présentent. Et nous, en fonction de ça, on se fait aussi un peu une idée de, ok, clairement, là, c'est de l'édition logicielle, c'est une plateforme, c'est Syntex et tout ça. Peu importe le secteur, c'est quoi la force vive de votre projet? Qu'est-ce qui vraiment caractérise votre projet en un mot? Vous en avez pas 50 000 non plus, vous avez généralement vraiment une activité déterminante principale. Mais on pourra reparler de ça aussi autour d'un petit déjeuner juste après, parce qu'on va conclure si ça vous va, mais on reste disponible bien évidemment pour toutes les questions. Merci Margot. En effet, tout l'intérêt de ces workshops, c'est que ça ne dure pas trop longtemps dans la matinée. Donc merci à tous. Merci évidemment à la team pour cette super présentation. Merci à toi Laura. C'était un super témoignage. Merci infiniment d'être venue. Donc rapidement quand même, vous allez pouvoir prendre un petit café, un petit croissant. Vous allez pouvoir discuter avec la team sociale. Donc Margot, Alice, mais pas seulement. Il y a aussi Camille qui est ici et Élise au fond qui est aussi présente. Donc n'hésitez pas à les solliciter ce matin quelque temps. Si vous voulez avoir la chance d'être accompagné au quotidien par cette super team,
sociale, mais aussi par toutes les autres, hein, la team corpo, le contentieux, le taxe et toute notre équipe à disposition des entrepreneurs et ici pour vous donner vraiment la capacité de scaler et de grandir comme Cobus, et surtout de prendre conscience du fait que finalement la partie juridique c'est aussi du marketing. Hein, et c'est ça ce que tu disais, Laura. C'est aussi du marketing, c'est aussi une façon de vous vendre, c'est aussi une façon de vous vendre à vos investisseurs, mais aussi à vos clients et à vos partenaires. Donc c'est ça aussi la démarche de Bold et la promesse de Bold, c'est de vous permettre d'aller plus vite et d'être encore plus efficace. Donc si vous voulez avoir la chance de profiter de cette super team, eh bien vous avez plusieurs possibilités chez Bold. La première, évidemment, c'est de vous abonner. Ça, c'est la voie royale. En tant qu'abonné, vous aurez droit à tous nos égards. Et si vous n'êtes pas encore prêt, parce que c'est un peu tôt ou parce que vous voulez nous tester, notamment en matière sociale, la team se met à votre disposition pour vous proposer une opération exceptionnelle qui vous permettra, comme Laura, en prélevé ou même un peu avant, de vous remettre au carré, de faire un audit de votre situation et de vous proposer sur une première opération en one-shot avec un tarif que nous dimensionnerons, de vous remettre en état de fonctionner ou peut-être parce que vous voulez préparer quelque chose de spécifique, une opération spécifique. Donc n'hésitez pas, faites appel à nous et nous serons très heureux de pouvoir vous accompagner dans votre aventure entrepreneuriale. Forno, c'est le café. Merci.